est 19h, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi. Au sommaire de l'actualité ce soir, une enquête sanitaire est ouverte dans 3 établissements scolaires de FAA après la détection de cas de tuberculose pulmonaire. 10 élèves ont été rapidement dépistés. La crise met en lumière des difficultés préexistantes. Les familles nécessiteuses sont encore plus dans le besoin et pour s'en sortir, il faut faire preuve d'ingéniosité et d'optimisme. Nouvelle bouée de sauvetage pour tenter d'amortir le choc. L'État renforce et améliore ses dispositifs d'aide aux entreprises. Le Fonds de solidarité nationale assouplit ses conditions d'éligibilité. Les explications dans ce journal. Si la Covid a des conséquences néfastes pour l'économie, elle a aidé à stabiliser les chiffres de la délinquance. Certains sans même en baisse, les saisies d'ICE par exemple, mais les forces de l'ordre ne relâchent pas leurs efforts. On en parle avec le général Frédéric Saulnier, le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie et l'invité de ce journal. Et enfin, le FIFO s'invite chez vous. Dès demain, le festival vous embarque à bord de sa pirogue pour découvrir les courts-métrages, fiction et documentaires. Mot d'emploi à la fin de cette édition. Il a soufflé comme un vent de panique à FAA après la détection d'un cas de tuberculose qui s'est propagé dans 3 établissements scolaires. Rapidement, les élèves ont été pris en charge et suivis. 10 élèves ont été dépistés ce matin à la clinique Cardella. Inacio Raveino, Nicolas Suir. En ordre de bataille pour une radiographie des poumons, c'est la deuxième étape du plan d'action de la DG2E face au cas de tuberculose détecté dans 3 écoles de FAA. Une mère de famille que nous appellerons Titaina a décidé d'accompagner sa fille. Celle-ci se veut rassurante. Ils ont donné des mots à mes enfants, à ma fille, pour nous prévenir qu'il y a eu un cas de tuberculose dans leur classe. Je suis tout de suite venue au rendez-vous et après ils ont fait par la suite des rendez-vous encore et encore pour mieux la suivre. Et aujourd'hui, on est venu pour une échographie des poumons. Une enquête a été ouverte dans les 3 écoles concernées. La personne qui a été en contact avec les élèves et le personnel des établissements a contracté la tuberculose pulmonaire, une maladie infectieuse provoquée par une bactérie qui se transmet par voie aérienne. J'ai eu juste une maman qui m'a interpellé hier, qui m'a appelé pour me demander si son enfant était concerné par le dépistage. Et donc je l'ai rassuré. Bon, pour cette maman, donc, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Son enfant n'était pas concerné par le dépistage. Et les 10 parents que nous avons à l'heure actuelle contactés hier sont au courant et ont pris, on va dire, les choses en main et ça se passe bien. On est à la première classe de Veiaha où on fait les radios pulmonaires puisque hier ils ont eu l'information aux parents et lundi ils auront la visite médicale avec l'hygiène scolaire. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Non, pas du tout. Faut être très rassurant. La tuberculose est une pathologie qu'on rencontre fréquemment en Polynésie française. Donc c'est vraiment bien organisé et borné au niveau de la santé. Problème, cette forme de tuberculose évolue lentement. Du coup, le malade peut déjà être contagieux avant d'avoir les symptômes. Mais un simple traitement antibiotique permet une guérison complète. Il s'agit donc des écoles Veiaha Heiri et Farahei. La solidarité vient en aide aux plus démunis. Si la crise sanitaire a des conséquences économiques, évidemment, elle met aussi en lumière des difficultés préexistantes. On atteste ces familles dans le besoin qui viennent de bénéficier d'une aide alimentaire. La fondation Anna Veil est à l'origine de ce geste d'entraide. Huile, pâtes, couches pour bébé, eau de javel, carton de poulet, des produits de base d'une valeur de 14 000 francs qui aident quand le travail et l'argent viennent à manquer. Ce matin, à la mairie de Pir'e, une 50aine de familles ont récupéré leurs colis. Parmi elles, il y a Jean-Louis Ariueho. Il vit à Pir'e. Cet ancien légionnaire de 57 ans fait preuve de dextérité chaque jour pour affronter la crise avec un optimisme qui laisse admiratif. Rencontre signée David Coinon et Patita Savia. Dans les mains de Jean-Louis, une précieuse cargaison. Quelques dons alimentaires, de quoi améliorer l'ordinaire. Mais ce matin, il se fait raccompagner par la navette municipale et pour cause. J'en ai une voiture avant Covid. J'ai du travail, mais il n'y a plus en ce moment. Mais c'est en panne. Il n'y a pas de sous pour réparer. Des sous, il n'en avait déjà pas beaucoup, Jean-Louis. Mais avec ce satané virus, il a appris à faire avec encore moins.
Dans les quelques mètres carrés qu'il partage avec sa femme et son fils, s'entassent des machines à laver qu'il répare pour quelques billets. 5 000 francs par-ci, 10 000 par-là. Pour le moment, je vis avec ces petits travails-là, hein, pour réparer les machines à laver, les séchoirs, des fois les micro-ondes, tout ça. Seul revenu fixe de la famille, l'allocation handicapée de leur fils. Tout juste de quoi payer le loyer et les factures. Avant, il était patenté et travaillait sur des chantiers. Il n'a plus de chantier et que c'est tombé de cette maladie, c'est plus pire. On ne peut plus aller travailler chez eux, c'est les gens. Mais il faut attendre. Et j'entends seulement les autres n'ont pas de travail, mais il faut chercher un moyen, c'est ça. Dans la pièce à côté, Carole, sa femme. Elle était réceptionniste dans un hôtel qui a fermé il y a quelques années. Elle est handicapée et ne travaille plus depuis longtemps, mais bénéficie de la solidarité du quartier. Il y a des amis ici, quand ils passent à des temps, des fois ils nous demandent, tu veux pas du poisson? Il y a beaucoup de solidarité ici avec les voisins? Oui, beaucoup. Et mon mari, il est très bien avec eux. Il est très sympa avec eux. Pourtant, chez Jean-Louis et Carole, on ne se plaint pas. Le panier alimentaire de ce matin, il ne l'a pas demandé. Et il garde son indéfectible optimisme. Oui, pour moi, oui, ça a vraiment changé. Mais ça m'apprend aussi de bien, de bien vivre, de bien gérer ta vie au foyer, c'est ça. Qu'est-ce qui te fait garder comme ça l'espoir? Mais la prière, tout le temps la prière, d'aider les gens, dans la main aux gens. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est avec cette foi chevillée au corps que Jean-Louis affronte les turpitudes. Depuis son passé dans la Légion étrangère, il en a vu d'autres pour ne pas se laisser abattre par un virus. Pour rappel, selon une enquête de l'ISPF en 2015, 55% de la population polynésienne vit sous le seuil de pauvreté métropolitain établi à 115 000 francs par mois. L'État muscle les aides aux entreprises et renforce les dispositifs mis en place en 2020. L'an dernier, plus de 9 milliards de francs pacifiques ont été dépensés pour soutenir les sociétés en difficulté et pour compenser la fermeture des frontières décidée par le gouvernement central. Le fonds de solidarité et le prêt garanti par l'État évoluent. Une aubaine pour les professionnels du secteur touristique. Exemple avec ce guide qui a vu ses réservations annulées en cascade. Caroline Fari et Heidi Enko. Un véhicule de randonnée touristique au garage, presque une habitude depuis 1 an pour Olivier. 80% de sa clientèle est américaine, c'est dire si le coup est dur pour ce prestataire qui d'ordinaire fait le plein de réservations. Je vis du jour au jour, hein, c'est pas facile. Et à chaque fin du mois, c'est-à-dire je pense à comment je dois payer mes charges, hein, les dettes, je dois à la banque et tout ça. C'est pas facile. J'ai des réservations d'1 an d'avance. Et quand il y a le Covid, ils ont tous annulé. Et je commençais à m'inquiéter à ce moment-là. Qu'est-ce que je dois faire ? Olivier a touché des aides de l'État de 170 000 francs mensuels durant 3 mois en 2020. Aujourd'hui, il veut se consacrer à l'agriculture sur sa terre, à Rurutu. Il devrait aussi pouvoir bénéficier du fonds de solidarité qui assouplit ses conditions d'éligibilité des entreprises et propose des aides allant de 1,2 à 24 millions de francs selon les pertes enregistrées. Autre recours, le prêt garanti par l'État grâce à l'Institut d'émission d'Outre-mer qui maintient sa politique monétaire en faveur des banques et ajoute 1 an supplémentaire au différé de remboursement. La durée du prêt reste fixée à 6 ans. Donc ça permettra pour ces entreprises qui bénéficient d'un différé supplémentaire d'1 an de pouvoir le rembourser sur 4 ans. À ce jour, au travers du PGE, l'IEOM a pu aider 900 entreprises polynésiennes à hauteur de 52 milliards de francs. Un partenaire qui se veut à l'écoute des entrepreneurs en grande difficulté. Chaque semaine, 400 millions de francs d'aide sont versés par l'État aux entreprises polynésiennes.
La remise de leur attestation de réussite marque une étape importante et peut-être un tournant dans leur vie. 11 personnes à mobilité réduite ont brillamment réussi leur formation en hôtellerie-restauration. Plus de 110 heures de cours ont été nécessaires pour les former au métier. Une formation professionnelle rendue possible grâce à la fédération Tenyu Otehuma et au soutien financier de partenaires. Le but de cet apprentissage est d'intégrer plus tard l'hôtel Hilton de FAA. Une réelle chance pour eux quand en Polynésie, sur plus de 12 000 personnes à mobilité réduite recensées, seules 361 possèdent un contrat à durée indéterminée. Ismaël Tahiata, Evar Apoto et Mirko Vanfou. L'oreiller. Pillow. Very good. Pillow. Excellent. Ici, on parle de couette, de lit, de drap. Ce n'est pas le coin câlin, mais le cours d'anglais. Des mots de vocabulaire essentiels pour ceux qui se destinent à travailler dans un hôtel. Depuis la Covid-19, le tourisme va mal, mais c'est dans ce secteur qu'ils comptent bien un jour travailler. Nous restons confiants et nous avons pour objectif de se dire que même si les frontières seront fermées d'ici quelques jours, ça ne s'éternisera pas forcément. Donc, il y aura forcément un temps où tout redeviendra à peu près normal, on va dire. Écotourisme, culture, en plus de l'anglais, depuis un mois, ces stagiaires enchaînent les cours théoriques et pratiques. Objectif, obtenir les compétences nécessaires pour travailler dans l'hôtellerie et la restauration. C'est formidable parce qu'en à peine 20 heures, ils ont une facilité à acquérir des bases qui est impressionnante. Je ne le dis pas juste parce qu'ils sont là, vraiment. Ils sont, c'est impressionnant parce qu'ils apprennent très vite et voilà. Après, c'est à eux de travailler de leur côté, évidemment, puisque ça suffit jamais. Certains d'entre eux ont déjà fait du terrain, mais avec cette formation, ils ont la possibilité de voir les autres corps de métier, les postes surtout qui sont adaptés à leur handicap. Comme exemple du commis de cuisine ou à la réception. Nous avons aussi des personnes qui veulent postuler pour l'économa, aussi bien plagistes et en housekeeping, ce qu'on appelle femme de chambre et room service. Il y a plein de choix. Pour le moment, je me suis orientée au housekeeping. Mais pourquoi le housekeeping? Parce que déjà, devant les clients, il y a certains clients qui sont plus ou moins bien et mal. Alors, c'est pour ça que je voulais aller dans le housekeeping, comme ça, je n'ai pas de contact avec les clients. Le recrutement du personnel, c'est le travail de Sébastien. L'hôtel pour lequel il travaille ouvrira en juillet. Son employeur tient absolument à participer à l'insertion des personnes reconnues comme travailleuses handicapées. Suite à cette formation, ce n'est pas forcément la totalité des personnes qui sera recrutée au sein du Hilton, mais s'ils ne sont pas recrutés au sein du Hilton Tahiti, elles pourront l'être dans un autre établissement grâce à la formation qu'elles ont reçue aujourd'hui. Les lauréats ont beaucoup appris. Ils sont prêts à postuler. Ah oui, d'ailleurs, j'ai déjà demandé un rendez-vous. Oui, non, c'est vrai, je suis assez motivée et j'attends qu'un coup de fil. Qu'est-ce que cette formation t'a apporté? Tout d'abord, c'est le savoir-être. Ça, c'est la chose la plus importante pour chacun de nous. À ce jour, près de 3% seulement des personnes à mobilité réduite ont un contrat à durée indéterminée. En bref, ce fait divers atypique dont les policiers municipaux se souviendront longtemps lors d'une intervention la nuit dernière du côté de la digue de Papeete. Ils interpellent un individu qui les menace après avoir volé un potimarara. Il est 1h du matin quand ils retrouvent l'embarcation échouée sur le récif. Ils montent à bord et découvrent un jeune homme de 18 ans dissimulé dans la glacière à poissons vide, un couteau à la main. Interpellé, le récidiviste très défavorablement connu des services de police a été placé en garde à vue à la DSP pour vol de bateau et rébellion.
Et justement, les atteintes aux biens qui regroupent principalement les vols et les cambriolages marquent la plus forte baisse en 2020, une tendance déjà observée ces dernières années, mais vraisemblablement renforcée par l'effet du confinement. De manière générale, la délinquance a été contenue l'an dernier grâce aux restrictions sanitaires, mais des points noirs viennent entacher les statistiques. Les décès liés aux accidents de la route, 29 ont perdu la vie, et les violences conjugales. Pour en parler, le général Frédéric Saulnier, commandant de la gendarmerie pour la Polynésie. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous ce soir. C'est un chiffre qui reste alarmant. Il va s'afficher plus de 1000 victimes de violences conjugales. Pour lutter contre cela, il y a eu plusieurs plans d'action. Le Grenelle des violences conjugales en 2019, le plan Agir 2020 face aux violences, des actions de grande ampleur, mais qui pour autant ne font pas diminuer les statistiques. Comment est-ce que vous expliquez cela ? Si vous le permettez, en propos liminaire, je voudrais revenir sur un point que vous avez évoqué juste avant. Vous avez expliqué donc, la baisse donc, des atteintes aux biens et notamment des cambriolages par l'effet du confinement, c'est indéniable. Il y a également un facteur qui est, je dirais, pas uniquement exogène, qui est lié donc, à l'activité des services répressifs, donc à l'activité des services judiciaires, puisque 39% des faits de cambriolage ont été résolus cette année en 2020. Et donc, quand un délinquant est incarcéré, eh bien, il ne nuit plus. Donc, je crois aussi que cette baisse est expliquée à la fois effectivement par le confinement, mais également par une bonne réponse pénale, une bonne activité des services répressifs. Pour répondre à votre question donc, sur les violences intrafamiliales, notamment les violences conjugales, il est clair que nous sommes ici en Polynésie face à un problème qui est pérenne, qui continue, je dirais, d'augmenter ou d'être au moins stabilisé. Mais je dirais c'est aussi en lien, pour expliquer votre question d'une manière statistique, en lien avec le fait que nous avons fait une grosse opération pour essayer de révéler les faits qui étaient jusqu'à présent donc cachés dans les familles. Donc il faut apprendre les statistiques, je dirais, positivement ou négativement. En l'espèce, je dirais que le fait que ces statistiques augmentent doit être envisagé positivement, paradoxalement. Ça prouve que ce qui restait auparavant dans la sphère privée, dans la sphère cachée, aujourd'hui est mis sur la place publique. Et c'est une excellente chose. Les victimes parlent. Les victimes parlent. Il faut libérer la parole. Auparavant, les gens se taisaient, étaient victimes de ces violences, et c'est insupportable. Et effectivement, comme vous l'avez suggéré, nous avons essayé de structurer notre réponse par rapport à ça, notamment en mettant en place un plan Agir avec 15 mesures qui apportent toute leur pertinence aujourd'hui. Et on a vu à partir portent leurs fruits alors. Tout à fait. Et on a vu, pour illustrer le propos au niveau statistique, à partir de novembre 2019, au moment où ce plan a été lancé, une forte augmentation statistique. Nous étions en plus 40% début 2020 de faits statistiques. En fin d'année, au moment où je vous parle, nous étions à peu près 5% en fin d'année d'augmentation globale. Ce qui prouve qu'il y a eu cet effet majeur de libération de la parole. Et donc, j'espère que dans les années à venir, nous aurons maintenir ce chiffre le plus bas possible, bien sûr, mais en continuant à libérer cette parole. Parce qu'encore une fois, des plans efficaces. Pour aider les victimes aussi, justement, le téléphone grand danger qui existe déjà, et Exactement. Puis un nouveau dispositif, le bracelet anti-rapprochement. Pensez-vous aussi que ces outils seront à la hauteur ? Tout à fait. Le téléphone grand danger est déjà mis en place. Vous l'avez suggéré. Nous en avons actuellement 7 actifs sur la Polynésie. Le bracelet anti-rapprochement est un dispositif également novateur qui a été, pour tout vous dire, expérimenté aujourd'hui, donc avec l'ensemble des services concernés, donc de la gendarmerie, de la police et également le parquet. Les tests qui ont été effectués n'étaient pas probants. Donc nous allons repartir pour de nouveaux tests dans quelques mois. Mais à ce stade, le bar ne sera pas mis en place en Polynésie au regard de son... Il n'a pas apporté la preuve ici de son fonctionnement. Nous ne pouvons pas nous permettre de partir sur des dispositifs qui ne sont pas véritablement efficients. Pour autant, nous allons continuer à structurer notre offre dans le domaine des violences familiales par des dispositifs comme la création de maisons de confiance et protection des familles, dont vous avez dû certainement entendre parler également, pour un meilleur suivi des victimes, pour une meilleure formation également de nos personnels et pour accroître encore donc, les investigations dans ce domaine particulier. Donc nous allons adosser ce dispositif sur l'ex-BPDJ, Brigade de prévention de la délinquance juvénile, avec l'apport de nouveaux effectifs, donc services civiques, réservistes et recrutement surtout d'une deuxième intervenante sociale qui va prendre en compte notamment la problématique des archipels, que l'on oublie parfois, mais il y a également des victimes de violences dans les archipels et nous allons le prendre en compte. Qui est mené en collaboration avec plusieurs partenaires. Alors, on va parler de l'ICE, cela reste des moyens de lutte, ceux que vous venez de citer. Il y a pour l'ICE l'OFAST, l'Office anti-stupéfiants qui vient d'être installé. Est-ce qu'il est l'outil qui permettra d'inverser la courbe ? Écoutez, c'est un outil qui me paraît majeur.
il faut le mettre en perspective. L'OFAST, c'est quoi? Ça veut dire OFAST anti-stupéfiants. C'est un office central interministériel qui est basé donc en métropole, avec des policiers, des gendarmes et des douaniers, et ainsi que des magistrats. Et donc, nous avons créé ici en Polynésie une antenne de l'OFAST, c'est-à-dire une émanation de cette structure, qui va nous permettre, si vous voulez, de faire remonter du renseignement, mais également d'avoir du renseignement descendant de cette structure, je dirais, qui est un peu le fer de lance de la lutte anti-stupéfiants, dans une démarche un peu globalisée, si vous voulez. Donc, ça sera donc le premier point. Cette création de l'antenne a également un aspect intéressant, en ce sens qu'elle est interministérielle, comme elle est celle qui est en centrale. À ce stade, elle est composée que de gendarmes, mais elle a vocation demain à être composée également de douaniers et également donc de policiers. Donc, si vous voulez, cette interministérialité est en soi un facteur de synergie accrue entre les services. Et l'autre aspect que je vois pertinent dans la création de cette antenne OFAST ici, c'est que l'OFAST a dans son décret de création comme priorité également le traitement de la délinquance dans un prisme international. Et ici, nous sommes au cœur des phénomènes. La lutte contre l'ICE, elle ne doit pas se traiter à Maïna, à Rue ou à Tiupo. Elle se traite sur tout le territoire et au plus loin, c'est-à-dire avec nos partenaires, avec qui nous travaillons déjà, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Mais cette création de l'OFAST va encore nous permettre de structurer notre réponse dans un prisme global, à la fois sur cet aspect donc, de la coopération internationale, mais également sur d'autres aspects sur lesquels je pourrais revenir si vous le souhaitez. Merci beaucoup pour ces premières réponses. Il y a une autre forme de délinquance qui existe, dont on parle peu. Je vous propose de regarder ces images qui circulent depuis mercredi sur les réseaux sociaux. Nous nous retrouvons juste après. Souligner très rapidement, le temps passe très vite. Les bagarres de rue est un phénomène auquel vous êtes confrontés aussi à l'extérieur de la zone urbaine. Quelle solution pour l'endiguer ? Alors effectivement, ce que nous voulons nous montrer là impacte beaucoup, notamment la zone de Papeete en zone urbaine, et donc est très perceptible et très, je dirais, incommodante pour la population, notamment les commerçants qui se plaignent, et c'est bien normal. Je crois savoir d'ailleurs que Mario Banner organise régulièrement des opérations coup de poing, il y en a encore une mercredi dernier, pour endiguer ce phénomène. La zone gendarmerie n'est pas épargnée par ce phénomène. Donc nous avons 98% du reste du territoire sous notre responsabilité. Et donc bien évidemment, nous connaissons ces types de phénomènes. Donc si vous voulez, je crois qu'il y a un travail de fond à accomplir. La différence, c'est que pour nous, en zone gendarmerie, ces phénomènes sont moins perceptibles. Parce qu'ils se passent dans des zones souvent isolées. Les jeunes se donnent rendez-vous dans des secteurs comme les grottes de Papara ou autres, sur les réseaux sociaux. Donc pour endiguer ce phénomène, pour répondre précisément à votre question, je crois qu'il faut être très présent sur les réseaux sociaux pour, je dirais, prévenir en amont, je dirais, la réunion des jeunes, être présent avant qu'ils arrivent et pouvoir dissuader. Parce qu'une fois que le combat démarre, c'est beaucoup plus difficile à endiguer. Merci. Le message à faire passer, je crois quand même, c'est qu'il faut dire à nos jeunes que être un homme, enfin, dans la perception qu'ils ont de cette vérité, qui est d'ailleurs complètement absurde, parce que la vérité, c'est pas ça, c'est s'ils ont envie de combattre, s'ils ont envie de fighter, il faut aller sur un terrain de boxe pour faire du combat de boxe ou du MMA. C'est ça, être un homme. Merci beaucoup, Général Frédéric Saulnier, commandant de la gendarmerie pour la Polynésie. Merci, le temps passe très vite, malheureusement. Les habitants de Marutea Sud, privés de lignes téléphoniques et d'Internet depuis un mois, la communication est donc impossible avec les habitants jusqu'au 8 février au moins, date à laquelle un technicien de l'OPT arrivera à bord du Nukuhau. Pour clore cette édition focus sur le Festival international du film documentaire océanien, il vous embarque à bord de sa pirogue dès demain à la Maison de la Culture. Un voyage parsemé de rencontres dans le Pacifique ou dans l'océan Indien. Place tout d'abord au court-métrage. Présentation signée Herevei Huata et Jérôme Lee. Un avenir radieux. Hélas. Ce court-métrage, Abîme, tout comme Last Accidents ou encore Révérence, seront disponibles dès demain et ce jusqu'à lundi en accès gratuit sur le site du festival. Les internautes pourront aller sur le site internet du FIFO, se connecter. Là, il y a tout qui est expliqué pour savoir comment créer son compte. À partir de ce week-end, il y aura le off du FIFO, donc il sera gratuit. Il faudra cependant patienter jusqu'au mardi 9 février et payer entre 250 et 3500 francs l'accès pour pouvoir visionner les 9 films en compétition et les 11 autres hors compétition cette année. Pour
bénéficier des offres du FIFO, connectez-vous sur le site www.fifotahiti.com. C'est la fin de ce journal. L'information principale de ce soir concerne les cas de tuberculose détectés dans 3 écoles de FAA. Le personnel et les enfants ont rapidement été pris en charge. 10 élèves ont été dépistés ce matin à la clinique Cardella. Ils ont aussi passé une radiographie des poumons. Les écoles de Heiri et Farahei sont également concernées. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Prochain rendez-vous avec l'information demain matin dès 6h30 avec Tita Wadoum et Abinera Tematahotoa. À suivre sur la première, votre Tarena Maohi, puis Michel Dechazeau vous présente un des films sélectionnés pour le FIFO. Très belle nuit, portez-vous bien et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet